Des personnes qui sont un petit peu en surpoids, ou trucs comme ça, qui vont dire vas-y, j'ai lu Baki ou j'ai lu Machel, ou truc comme ça. Vas-y, les gens ils m'insultent. Vas-y, je vais faire comme lui, je m'en fous. Je vais à la salle, je vais revenir pumper, genre vraiment. Et je vais juste faire mon truc pour que. Mais avant tout pour moi, genre parce que je dois penser ça, à moi. C'est super important. Et Mach, c'est un peu ça, tu vois. Lui, il est en mode je fais ça pour moi, pour mon grand-père. Vous, j'en ai rien à faire. Vous êtes juste des gens de passage dans ma vie. Moi, je vis ma vie. Mais après, c'est vraiment une psychologie qui est assez forte en fait, qui est très dure à avoir parce que ça me demande une cassure avec l'empathie. Casse Départ, l'émission Trait d'Union entre la pop culture et la connaissance de soi. Bonjour tout le monde. Bonjour. Nous voici de retour pour cette deuxième partie d'émission sur le harcèlement. Dans la joie et la bonne humeur. D'ailleurs, elle a dit nous voici de retour, mais est-ce que la Team Rocket, c'est des harceleurs? C'est pas une blague. Vous jouez un mauvais tour. Je suis non, arrête. La Team Rocket, c'est des harceleurs. C'est des harceleurs. Oui, complètement. Moi, je C'est les adore. trop harceleurs. Et qui Ah, sont moi, harcelés aussi. Moi, je les adore. Honnêtement, J'ai aimé Pokémon à cause de la Team Rocket. Ah ouais? Ah, mais je bossais Moi, dans c'était Disney. Miaous. Ah ouais, je les adore. c'est vrai. Ah, mais la Team Rocket, moi, je les adore. Je faisais, excusez-moi, nos auditeurs, j'étais juste contrôleur qualité chez Disney. Ils avaient récupéré les droits. Je connaissais pas Pokémon du tout. Mais dès que je les voyais, eux, j'étais élevé. Je vois, la Team Rocket! Ça va le verre d'eau dessus, il finissait toujours dans le ciel. Mais moi, c'était Miaous. C'était le meilleur, c'était le chef en plus. J'avais été trop fort. La team de harceleurs qui se faisait harceler aussi. Harceleurs, non, mais c'était cool. Enfin, ouais, c'est vrai que c'était harceleurs, mais. Oui, c'était harceleurs parce qu'ils reviennent à chaque fois. Il y a des répétitions là, je dois rester raccord avec ce que j'ai dit avant, donc oui. Si vous n'avez pas écouté la première partie de cette émission, nous vous invitons à l'écouter. On revient sur ce que c'est le harcèlement et puis après. On part dans tous les sens. Ah ouais, ça c'est sûr. Mais c'est déjà très dense. Et on finit cette première partie en parlant de Naruto. Et on va commencer cette seconde partie en parlant également de Naruto. Donc on parlait du fait que dans tout Naruto, la thématique du pardon, de l'empathie aussi revient beaucoup. Et justement, par rapport au harcèlement, j'avais noté un petit... Alors, attendez, je reviens sur mon conducteur. Ce fameux conducteur. Mon fameux conducteur, tout, voilà. Voilà, je voulais parler des émotions qui sont en jeu. Dans la première partie, on a pas mal parlé de la peur. Et plus précisément, en fait, c'est beaucoup de peur du rejet. La pression du groupe également, qu'on a abordé. Oui. Et on a également parlé de la colère. Donc, c'est quand même... trois émotions. Trois émotions récurrentes. On va peut-être faire une troisième, du coup. Et donc, j'avais noté dans le magazine Innovation en éducation sur le harcèlement qui me sert de référence, qui m'a servi de référence pour préparer cette émission, une petite citation. Le harceleur projette sur l'autre, la victime, ses propres blessures, parfois même la haine de soi, et inverse les choses pour lui-même ne pas être rejeté et attaqué. Et en fait, ça m'a fait penser à Naruto. Et notamment le fait que Naruto, il a quand même cette force de pouvoir créer de l'empathie, créer du lien avec son agresseur. Ouais. Genre, je pense notamment à la première fois que ça arrive avec Gaara. Oui. Où il lui dit je sais ce que tu ressens. Je sais ce que tu ressens parce que j'ai vécu la même chose. Et à partir de là, même si ils sont en guerre, quoi, il crée un switch. Et alors bon, après ça se répète dans l'histoire, mais je pense que ça fait partie des messages que l'auteur et son tinto ont voulu développer par la répétition. Ce côté créer du lien, quoi, voit l'effet miroir. Et on avait déjà abordé l'effet miroir dans une émission, voire plusieurs, parce que c'est vrai que ce qui peut nous fâcher ou nous appuyer sur un trigger, c'est un truc qu'on va voir chez l'autre et qu'on n'aime pas chez nous, ou qui nous énerve chez nous, mais qu'on reconnaît pas. Et qui va même réveiller des troubles du passé. Et chez certains harceleurs, je dis pas tous parce que je pense qu'il y a quand même diverses raisons.
Mais chez certains harceleurs, notamment les leaders, je pense qu'il y a de ça. Et alors faut que je retrouve la page, mais j'avais trouvé il y avait un article justement dans ce magazine qui parlait des formulations. Donc on est plus sur un peu de la communication non violente. Mais c'est vrai qu'on a le réflexe de formuler des choses de manière critique, alors attendez, je trouve le truc. Voilà. Je lis le magazine. Je vais pas faire ça à chaque fois, mais là, c'est vraiment, ça m'a marqué. Alors, les phénomènes d'intimidation et de brimade sont caractérisés par une posture d'évitement ou de décharge qui consiste à dénigrer l'autre plutôt que de parler de soi. Donc, tu es moche, tu es grosse, ou il est homosexuel, ou c'est une pute, etc. C'est le propre de la communication violente si répandue dans nos sociétés. Alors que la vérité serait de dire « je me sens gêné par ton physique » ou « ta sexualité me met mal à l'aise » ou même « je crois que tu m'attires et je crains d'être ridicule ». Cette sincérité est le point de départ d'un dialogue où chaque adolescent peut exprimer sa subjectivité là où il en est de son évolution humaine. Bon, là, c'est appliqué à des adolescents, mais je pense que pour des adultes, c'est la même. Ouais. Oui. Pour justement avoir testé la communication non violente avec les ados, c'est hyper drôle parce qu'ils sont hyper gênés. Bon, après, c'est normal, les adultes aussi le font de même. En tout cas, ils étaient hyper gênés, même en mode de théâtre, hein, de dire ces phrases-là. Je suis attiré par toi, donc je te comprends pas, et voilà. C'est plus simple de dire t'es gay, en fait, t'es qu'un connard, que en fait, ton orientation sexuelle me gêne, et me déplaît. Tu vois, tu vois, au lieu de dire ça, déjà dire me déplaît, c'est compliqué, la grammaire, mais bref, voilà, c'est d'amener à dire ces phrases, de conscientiser ces phrases pour eux, c'est quelque chose, c'est un pas qui n'ont jamais fait. Parce que de base, oui. C'est mettre le doigt sur un truc. C'est très insécurisant en fait. Ça peut me paraître paradoxal, oui, mais c'est très insécurisant parce que en fait, quand tu es habitué uniquement à parler de l'autre d'un point de vue extérieur, toi, t'es safe d'une certaine manière. Ouais. Tu t'exposes pas. Tu t'exposes pas. Et là, tout d'un coup, on te dit, ouais, bon, parle à partir de toi. Et reconnaître que... Parce que c'est vrai que la phrase en tant que telle, ta sexualité me déplaît, me déplaît, mais me met mal à l'aise, voilà. Ta sexualité me met mal à l'aise. C'est déjà parler de la sienne, d'une certaine manière. Oui. Et du moment... Et c'est exposé... à l'intérieur, moi, voilà ce qui se passe pour moi. Or, comme dans nos sociétés, on ne nous apprend pas du tout, peu, on va dire. Enfin, non, on nous apprend pas du tout, enfin, très peu. à parler de nous, de nous exposer, surtout en montrant, c'est une situation qui nous insécurise parce que, à mon avis, ça vraiment engage que moi, on le faisait plus ou moins naturellement quand on était petit. Mais quelle réponse on a reçu de la part de notre entourage, de nos parents. Donc si tu reçois à cet endroit-là, ouais, moi ça va pas, bon reste tranquille, et si tu reçois auprès des parents, en général, ou les adultes qui te prennent en charge, on repousse ça en disant c'est rien, et que tu te dis ah ouais bon c'est là ce que moi je ressens, ça compte pas. Je vais réessayer, puis une deuxième fois, puis tu grandis avec ça, puis à un moment donné, ouais, lui, il est pas bien. Ah oui, c'est vrai, il est pas bien. Ah, on m'a rien dit sur moi. Et donc, du coup, c'est plus sécurisant de parler de l'autre plutôt que de parler de toi à cet endroit-là. Et tu en prends l'habitude. Ce qui fait que plus tard, ado, je n'ose même pas imaginer, enfin, maintenant que tu le dis, je vois à quel point ça peut être insécurisant parce que ça peut renvoyer à ça. Et alors, adulte, bon, vous voyez, dans les sociétés, enfin, c'est encore, ça me rappelle un exemple. J'ai un pote qui avait été dans les écoles Montessori et en mode éducation positive, et sauf que ça va jusqu'au au primaire. Il arrive au collège, donc il avait l'habitude de parler de lui et qu'on l'écoute. Il arrive au collège, il s'est fait défoncer. C'est ça. Il s'est fait défoncer parce que les autres ne sont pas habitués, donc lui il n'a pas été habitué à ça. Et il a fait, mais moi j'ai pris cher, quoi. Et donc maintenant, c'est vrai c'est pas un hikikomori, mais presque, quoi.
Bah ouais. Donc, ouais. Mais parce que il a été habitué qu'on l'écoute, etc., qu'on prenne en compte ses sentiments, et que tout le monde est mignon en mode bisounours, etc. Je fais un extrême, mais c'est vrai. Et donc, ouais, quand il arrive au collège, bah, la baffe dans sa gueule. C'est comme Naruto qui essaie de se faire comprendre et en fait il se prend une grosse baffe quoi. Donc et puis il a pas les codes, du coup il a pas les codes, comme il a pas les codes, c'est pire. C'est-à-dire qu'il faut qu'il intègre, donc ça intègre dans donc en fait en gros même s'il y a entre guillemets éducation positive, mais il y a quand même des valeurs de société, enfin des valeurs de société qui existent, des fonctionnements plutôt, des fonctionnements et des dysfonctionnements qui existent et qu'il faut aussi inculquer parce que quand t'es un enfant, bah t'es une éponge et tu te prends tous les trucs quoi. Donc il faut savoir comment est-ce que tu manèges le chou et je sais même plus c'est quoi l'expression, la chèvre et le chou, et donc c'est un peu compliqué. C'est comme si t'étais Goku, ils arrivaient, tu fais c'est pisse, c'est génial, mais Goku il a cette force de persuasion et que tout passe parce qu'il en a rien à faire parce que il va se concentrer sur ce qu'il est lui-même. C'est plus ma valeur à moi, je sais ce qu'elle est, mon grand-père me l'a inculqué et donc et grâce à Buma j'ai appris à m'ouvrir aux uns et aux autres parce que il y a cette compagnonne qui m'accompagne et j'apprends la vie avec elle. S'il n'y avait pas Buma, Goku il serait juste quelqu'un qui se ferait harceler peut-être, tu vois. Ouais. Il y a Vegeta aussi qui est pas mal. Ouais, Vegeta, c'est le harceleur qui doit apprendre à plus harceler. Ouais, c'est ça. Mais au début, Goku, c'est quand même Buma qui un peu, et à l'époque Sangohan qui a fait son éducation et tout, mais il y a sa naïveté, mais en même temps, il comprend que voici comment tout fonctionne, et qu'il y a du mal qui est là, et que mine de rien, il faut en parler de ce mal-là, parce que ça peut nous ronger. Justement, c'est pour ça que quand il se devient gorille, il y a tout ce mal qui transparaît, et il faut qu'ils comprennent aussi comment lui grandit, comment le mal se fait aussi dans il est très société, insouciant en fait. C'est limite candide. C'est limite candide, mais il sait ce que c'est le mal. Il comprend ce que c'est le mal parce qu'il le combat. Ouais. Et après, même si, comme Naruto, il le combat, mais il va le comprendre pourquoi il y a du mal et il va devenir son ami. À part pour dans les premiers Dragon Ball, à part pour le ribbon rouge, où en fait il défonce tout le monde. Il a compris ce que c'était. Il a dit non, en fait ça ne doit pas exister. Et en fait, mine de rien, Goku, dans les premiers Dragon Ball, il bute quasiment tout le ruban rouge, quoi. Et là, il va pas chercher à comprendre, parce qu'ils ont fait du mal, etc. Et il faut juste éliminer le mal. Ouais. Dans Naruto, après, t'as justement Pain, où t'as cette phase où, en fait, tu te dis, il y va, mais c'est pas pour devenir son ami. Il y va pour sauver le village. Mais là, c'est là l'exercice compliqué, c'est qu'il y va pas en mode... vas-y, je vais essayer de te changer, je vais essayer, tu vas rentrer avec moi au village. Il sait qu'il a fait trop de mal. Là, il est même pas au courant que il va, à la fin, finalement, réanimer tout le monde. Là, il sait que il y a la moitié du village qui est mort. Donc, il est face à quelqu'un qu'il a envie de tuer. En vrai, il a explosé tous ses avatars juste avant. Et il y va en mode, là, je peux pas y aller avec la violence. Littéralement, je peux pas y aller avec la violence. Donc là, il va falloir que j'essaie de comprendre mon ennemi pour le faire changer. Mais c'est pas pour autant que, tu vois, il est attristé de son sacrifice. Il est en mode, moi, il s'est sacrifié, je m'en fous, tu vois, enfin, ça le peine qu'on en arrive jusque-là, mais à ce moment-là, il est pas dans le délire, vas-y, ça va tous devenir mes potes. Obito, c'était pareil. Obito, il a voulu se faire revenir sur le droit chemin, ça fait en sorte qu'ils avaient un allié, et j'ai l'impression que ça fait un peu, fais ta rédemption avant de partir. Genre, par l'esprit libre, parce que, en fait, je vais pas forcément t'aider à rester en vie, et à te racheter une vie, et une morale pour pouvoir vivre chez nous, parce qu'en fait il a la conscience aussi que les gens ne vont pas l'accepter. Par exemple, le cas d'Obito, il serait rentré au village, personne ne l'aurait accepté. Là, littéralement, là c'est pas possible. La seule personne pour laquelle il a fait cet effort, ça a été Sasuke. Sasuke, c'était un peu limite presque son harceleur quand il était petit, parce que c'était son rival, et Sasuke était tellement dédaigneux avec lui, le faisait passer pour une sous-merde, et c'est hyper intéressant parce qu'à la fin de Naruto, Sasuke justement se dévoile et dit en fait j'étais envieux de toi, je t'ai jamais vu comme une sous-merde en fait. Au début j'étais en mode ouais il est pas ouf, et en fait j'ai vu ta progression et t'as généré quelque chose en moi qui était mauvais, parce que j'ai ce besoin d'être reconnu par mes pairs, j'ai ce besoin d'être reconnu parce que j'ai plus mon frère sur lequel compter, parce que mon frère m'a trahi. Bon, finalement il y a eu tout plein de plot twists. Moi j'ai toujours voulu être reconnu par mon père aussi. Mon frère a été plus fort que moi, donc il a toujours eu ce besoin d'être le numéro 1, d'être ça. Et là t'as un petit gars qui bosse pas,
Enfin, il bosse dur, mais c'est même pas un génie. Sasuke, c'est un génie, il est très fort dans ce qu'il fait, il peut aller super loin, mais t'as un gars, il se donne, il se dit, en fait, c'est beau, cette espèce de notion du travail, de ce don de soi quand tu pars de rien. Et surtout quand t'as un fardeau en plus en toi, parce qu'il s'est dit, ça aurait pu être un atout, mais finalement, tout le long de sa vie, ça a été plus un fardeau qu'autre chose. Et en fait, il s'est dit, mais il brille. Et en fait, tu le vois au niveau du manga ou même de l'animation, et c'est comme si Naruto était passé devant lui, il le voyait de dos, et ça lui provoquait quelque chose qu'il avait envie de rejeter. C'est pour ça qu'il était aussi mauvais avec lui, alors que finalement, il aurait juste dû lui demander est-ce que tu peux me tendre la main, et il l'a rejeté. En plus, il lui tendait déjà la main. Ouais, cette espèce de rejet de je vais t'aider, non. Je vais y arriver tout seul, non, je rejette ça parce que c'est encore une fois cette notion de j'avouerai que je suis faible. Et justement, c'est cette notion qu'on t'apprend en plus quand t'es petit. En mode, tu sais, avouer ses faiblesses, parce qu'on en a tous, tout le monde a des faiblesses. Les avouer, c'est être encore plus faible, alors que finalement, c'est que plus tard, pour les gens qui vont peut-être aller en thérapie parce qu'aller chez un psy, pour beaucoup, c'est compliqué. C'est avouer qu'on a un problème. Déjà, c'est compliqué. Mais tu vois, c'est là que le psy va te dire, mais oui, mais on a tous des problèmes, on a tous des faiblesses, on a tous des blessures de l'âme. Et en fait, l'accepter, c'est déjà un putain de pas en avant. Accepter de faire une thérapie, de venir toutes les semaines à la même heure, prendre ce créneau-là. Alors tu pourrais dormir, tu pourrais jouer, tu peux faire tu pourrais procrastiner. Tu vas aller voir un psy, parler de tes problèmes et creuser au fond de toi, là où t'as pas envie d'aller. C'est ça qui est super fort, tu vois. Et je pense que, justement, le harceleur, il va pas aller vers le psy, il va trouver quelqu'un chez qui il va pouvoir extérioriser de la pire des façons tout ce qui va pas en lui, en se disant que c'est lui le problème, c'est pas moi. Parce que quand tu vas voir un psy, c'est là que tu te rends compte que j'ai un problème. C'est pas forcément ma faute, mais j'en ai un. Alors que quand tu vas agresser l'autre, tu te confortes dans le fait que c'est pas moi le problème, c'est l'autre. Alors qu'en fait, c'est juste un miroir de tes problèmes, de ce qui te titille et ça rend insupportable de le voir, quoi. Et c'est bête et méchant, mais c'est justement ce pas avec un dialogue avec soi, en fait, qui est hyper dur. On le voit dans My Happy Marriage aussi, quand dans la sœur de Kaya. Kaya, j'ai cherché de Mio, elle harcèle sa sœur. Et parce que, effectivement, c'est tout ce qu'elle voudrait être, même si on lui a donné tout ce truc-là. J'avais parlé de My Happy Marriage, je sais pas si tu l'avais. Si tu l'as regardé en même temps. Depuis, j'ai fini. T'as fini. Ouais. Donc, déjà, il y a la pression familiale, on revient encore sur l'éducation, là. Et aussi, tout le truc qu'on m'a donné, mais Mio, elle veut juste être tranquille. Et effectivement, Kaya, elle voulait cette tranquillité-là, quoi. Elle comprend pas ça, donc il y a le miroir. Et aussi à côté, parce qu'on n'en a pas parlé du tout de ce truc-là, c'est, on l'a dit sur les pions rapidement, mais le père, il est témoin, mais il ne fait rien. Ouais. Donc il devient complice par... il fait très rien. Il fait rien du tout. Il devient complice. Il devient presque complice par... j'ai oublié comment... Il y a un terme pour ça, quand tu... Par intérêt pas par intérêt, mais tu sais, autant il y a quand une personne elle est non-assistance à personne en danger, et là t'as complice par c'est pas par procuration, mais il y a un terme pour dire que t'es complice, t'as rien fait, mais regarde en même temps je dirais même plus qu'il a rien fait, il a quand même fait quelque chose, parce qu'il l'a lâché et il a fait en sorte de remplacer cette fille-là qui est un premier mariage dont il ne voulait pas, c'est pas un mariage d'amour mais arrangé, par la fille de la femme qu'il aimait. Donc il l'a vraiment... Pour moi, quand t'arrives à faire ce genre de choses, c'est que tu sais très bien ce que tu fais. Quand ta fille du premier mariage devient une servante, ça fait un peu le principe Cendrillon, hein. C'est exactement la même chose. C'est même pire. C'est pire que ça, parce que là, littéralement, elle a vie avec un seul kimono toute l'année. Ils font couper l'arbre de sa mère. On dit, mais c'est quoi ton problème? Genre, comme si tu rejetais le fait que t'aies été mariée. T'es perdu du temps, t'aurais pu vivre encore plus d'années avec la personne que t'aimais, et tu vas rejeter tous tes problèmes sur une pauvre enfant qui a rien demandé, tu sais. Ça va faire un peu le problème Naruto, d'ailleurs. C'est un peu le problème Naruto, mais c'est toujours un peu ce truc-là de, quelle est l'image qu'on veut renvoyer, surtout, dans ces lignées-là, entre guillemets, il y a pas mal d'histoires aussi dessus, sur l'enfant un peu laissé de côté parce qu'en fait il a pas forcément tous les pouvoirs qu'on voudrait, ou c'est vrai qu'elle a pas normalement de pouvoir. Et d'ailleurs dans le manga c'est tellement différent il y a des trucs qui sont très différents de l'animé, hein. Encore une fois je dis le manga, l'animé est tiré du light novel et le manga est aussi tiré du light novel, mais il va vachement plus loin que l'animé. Encore une fois, ne restez pas que sur l'animé. Surtout qu'en plus
la saison est terminée, si vous voulez savoir la suite, voilà quoi. Et puis pour nos auditeurs, vraiment, je trouve que Happy Mariage, pour le coup, dans la question du harcèlement, c'est un très bon exemple pour ceux qui j'aurais pas ce qu'on veut dire, qui n'ont pas vécu ou qui sont extérieurs à ça et qui ne voient vraiment pas ce que c'est, mais qui aimeraient un peu comprendre. Je trouve que là, vous avez un bon exemple. Certes exagéré pour des raisons de dramaturgie, mais très bon exemple quand même. Exagéré, mais peut-être, mais je pense que justement pour faire ressentir justement les dommages ressentis par la personne harcelée, justement cette exagération est nécessaire, parce que justement ça la met en avant et Puis d'autant que c'est comme une série courte et comme ça procède beaucoup par répétition. C'est une série courte en animé, en manga c'est toujours pas terminé. C'est toujours chez Kyoka. En animé, série courte en animé. C'est vrai que Happy Mariage, ce qui est intéressant à voir, c'est justement les affres du harcèlement sur Mio. Et en fait, ça peut être dramaturgé, mais en fait, c'est assez réaliste sur pas mal de points. Le fait qu'elle arrive pas à dire non, le fait qu'elle soit toujours la tête baissée, le fait qu'elle se sente comme une merde constamment, parce qu'en fait on l'a fait grandir comme telle, donc elle se sent constamment soumise, parce qu'en fait c'est son seul moyen aussi d'éviter les coups, donc forcément elle se dit dans tous les cas je suis une personne qui sera détestée toute sa vie, donc autant laisser passer. Quand elle la revoit en pleine ville et qu'elle est complètement terrifiée de la voir, elle ne sait pas se défendre, on lui a jamais laissé la possibilité de se défendre, parce qu'on voit une scène justement quand elle est petite et qu'elle hurle en mode et tout machin, elle se fait gifler, on lui dit ferme-la, en fait elle se dit je peux même pas me défendre, j'ai aucune personne qui va me défendre ou qui me comprend, donc en fait là je vais devoir juste subir, je vais faire ça en silence, et au moins plus je baisse la tête, plus j'accepte la claque, plus ça passera vite. Et en fait, c'est pour ça que elle a autant de mal avec sa nouvelle vie. Avec bon, elle a eu de la chance, elle a avec un beau gosse, mais au début, on la met avec un gars qui apparemment n'a jamais tenu ses promesses de mariage, quoi. Genre, les femmes sont parties en courant au bout de 2 semaines. Donc, mais en fait, on la met avec une meuf qui est en mode de toute façon, ce sera toujours moins pire que ce que j'ai vécu. T'es en mode, ok, Princesse Sarah 2.0. C'est ça. et c'est beau parce qu'ils vont apprendre l'un de l'autre, finalement, et lui, ça va même des fois l'énerver, en mode, mais bouge-toi, fais quelque chose, genre, dis-moi les choses. Elle n'arrive même plus à communiquer. Ouais. Et ça, c'est un truc qui alors, je sais que ça peut surprendre, ça peut être dérangeant ce que je vais dire, mais la réaction j'ai oublié son nom de Kyoka, vous savez, beaucoup de gens qui l'ont. Et parce que, dans le cas de Mio, comme elle s'est habituée à être comme ça et qu'elle ne connaît autre chose que ça, et on le veuille ou non, elle y trouve un équilibre. Et le problème de quand on est victime, et là je déborderai un petit peu parce que je revois un cadre plus grand, un peu plus général, qu'on appelle le triangle de Cartman, avec 3 postures, c'est-à-dire, pour nous, on va dire harceleur, mais sinon on dit agresseur ou le bourreau. Victime et sauveur, dont on parlera dont on va parler dans pas longtemps. C'est bon, on est bon sur le conducteur. Yes. En fait, ce qu'il y a, c'est que, et c'est ça qui est terrible pour les gens qui sont victimes, c'est qu'à force d'avoir été habitués à cette posture-là, certains vont y trouver un équilibre et même une raison d'être. Et que ils pourront pas sortir de là. Donc oui, de l'extérieur, je n'ai rien fait, et c'est ça qui est chiant. Mais ce qui est constant, c'est que je me pense et je ressens comme ça. Ouais. Et ce qu'il y a, c'est que vous avez des gens qui sont agresseurs, alors par nature. Quand je dis par nature, c'est-à-dire que c'est déjà dans des habitudes chez eux, ou chez d'autres qui ne le sont pas. Les agresseurs le perçoivent. C'est pas de l'ordre de j'ai fait ou j'ai pas fait, ils le perçoivent. Et donc, je vais l'adresser parce qu'il l'a perçu, c'est vraiment de l'ordre du ressenti, quoi. Et quand je dis ressenti, c'est viscéral. Hein, c'est viscéral, voilà. C'est viscéral. C'est très animal, pour le coup. Exactement. Et ils le perçoivent, et donc, je vais t'agresser. Et donc, et parce que je le sais, en fait. Je le sais c'est viscéral. Ça rejoint ce qu'on disait, là, sur la facilité. La cible facile. Et en fait, c'est même pas un calcul stratégique. Voilà, exactement. C'est pas du tout ça. Et c'est ça qui peut être très embêtant et gênant pour les gens qui sont victimes notamment de harcèlement. C'est pour ça que j'en parlais un peu au début. C'est moi je me suis posé la question à certains endroits, qu'est-ce que j'incarne? Parce que je ne me suis pas toujours harcelé, ou très rarement. Et
je sais plus si c'est toi ou Salé qui a évoqué le fait que il y en a un, il s'en est sorti parce qu'il faisait de l'autodérision. Enfin, moi, c'est le mot. C'était mon copain. L'autodérision. C'est-à-dire que moi, j'ai compris aussi que fallait dérober les flèches de l'adversaire avant qu'il tire. Alors après, ça demande du courage. Ça demande du courage et ça parce que tu peux te foirer. Donc si tu fais de l'autodérision, est-ce qu'on va pas en rajouter? Et moi, c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai commencé les gens peuvent s'y prendre au jeu et finalement, ça devient insupportable. Et ça devient insupportable. Tandis que moi, j'ai joué sur l'autodérision et mon autodérision était telle que, comme tu l'as dit, putain, moi, j'aurais pas pensé à sortir cette blague-là et lui, il a fait un truc encore plus fort en se foutant de lui-même. Moi, si j'arrive derrière, mon truc est moins drôle. Ouais. Et donc, mon agression, si c'était verbal, ou ce qui peut y avoir, c'est pour certaines qui sont victimes, c'est que, et là, je rentre vraiment un peu plus dans la psychologie, c'est qu'elles n'ont plus les moyens de repérer leur curseur, de percevoir le danger que l'autre va lui envoyer. Ouais. Ça, c'est un vrai problème. Je peux pas parler pour moi parce que moi, ça a été l'inverse. À certains endroits, j'ai été capable de repérer très tôt. Attention, lui, il va venir m'agresser. Il va falloir que je trouve une stratégie pour éviter le conflit, ou j'anticipe, ou que je capte comment je vais faire pour très tôt. Et quand on n'a pas, alors ça, des fois, ça marche. Mais quand on n'a pas cette capacité-là à se dire attention, là, ça va être dangereux. Il va falloir que je trouve un truc très rapidement pour éviter que. Ou lui, il est dans cette logique-là. Comment ne pas l'activer? Voilà. C'était ce qui m'a évoqué My Happy Marriage quand elle est en mode de victime, qu'elle y reste et qu'elle est bloquée là-dedans. Et il trouve un équilibre. Ouais. Il y a quand tu viens sur justement comment est-ce qu'on peut s'en défaire, etc. Machel, si je reprends Machel, il n'a pas de pouvoir. C'est vrai, il n'a pas de pouvoir. Il se fait harceler. Mais surtout lui, il en a rien à foutre. Il en a rien à foutre. Mais en fait, il se fait quand même harceler par les trucs. Il se dit bon, mon truc. J'en ai à foutre et je vais juste les cogner, c'est juste les points, je vais montrer que... C'est Saitama, les trucs. Saitama, il veut, mine de rien, de la reconnaissance, Saitama, même si... Bon, après, il a juste une vie de merde, il va chercher ses paroles alors que c'est le plus fort du monde, c'est quand même fou, ça. Mais il cherche quand même la reconnaissance de devenir un héros parce qu'en fait, il se rend compte que, mine de rien... en fait, c'est le mec, il sait qu'il est fort, quoi. Il le sait. Et il le sait, mais il n'a pas la reconnaissance des autres. Il le cherche. Il est blasé. C'est ça qui est très bien. Alors que Mash, lui, c'est vraiment genre, je mange mes choux, je fais mon truc, pouvez m'insulter tous les jours, j'en ai rien à faire. Ça me passe au-dessus. Mais c'est ça. Mais c'est ça, mais c'est hyper fort. Ça veut dire que, donc il y a soit l'autodérision, c'est que tu passes, tu fais les blagues avant, et un jour, ok, pensez ce que vous voulez de moi. Je vais continuer ma route et c'est pas grave, je vais la tracer, quoi. Et je trouve ça aussi une force, c'est très shonen, hein, mais je trouve que c'est une force mentale très forte, quoi. Non, mais c'est un bel exemple parce que je le vois, moi, dans la communauté manga, t'en as qui vont prendre exemple sur ce genre de personnes en mode, par exemple, t'as des personnes qui sont un petit peu en surpoids, ou trucs comme ça, qui vont dire vas-y, j'ai lu Baki ou j'ai lu Machel, ou truc comme ça. Vas-y, les gens ils m'insultent. Vas-y, je vais faire comme lui, je m'en fous. Je vais à la salle, je vais revenir pumper, genre vraiment. Et je vais juste faire mon truc pour que. Mais avant tout pour moi, genre parce que je dois penser à moi. Ça, c'est super important. Et Mach, c'est un peu ça, tu vois. Lui, il est en mode, je fais ça pour moi, pour mon grand-père. Vous, j'en ai rien à faire. Vous êtes juste des gens de passage dans ma vie. Moi, je vis ma vie. Mais après, c'est vraiment une psychologie qui est assez forte, en fait, qui est très dure à avoir parce que ça me demande une cassure avec l'empathie aussi. Ça demande à pas être ultra empathique et ultra sensible. L'hypersensibilité, elle est souvent liée aux gens qui sont harcelés. Et pour rebondir sur ce que tu disais, justement, sur le fait de se complaire aussi dans ce truc-là où le harceleur va toujours traîner les harcelés vont toujours tourner autour des harceleurs. Finalement, ils vont toujours se les ramener. Et c'est pour ça que moi aussi, je fais un travail sur moi en ce moment et tout machin. Je suis en thérapie et tout machin parce que j'essaie de comprendre pourquoi encore aujourd'hui ça m'arrive sur les réseaux sociaux. Moi, c'est le cyberharcèlement qui est dans ton conducteur, dont on parlera plus tard. Mais tu vois, genre, tu peux même lier ça à des sujets encore qui sont vraiment ultra compliqués comme tout ce qui est harcèlement sexuel, moral, physique avec les femmes battues, par exemple. Tu vois, où justement ces femmes-là
elles vont enchaîner les hommes qui vont leur faire ça. C'est typique. Et c'est souvent lié aussi avec cette espèce de syndrome du sauveur où elles ont essayé de comprendre pourquoi il était comme ça. Et c'est souvent des espèces de pervers narcissiques qui vont les matrixer, qui vont les détruire pour après leur redonner un petit peu d'amour, pour leur dire oui mais je t'aime quand même. Et elles ont cette espèce de sensibilité à se dire oui mais je l'aime, et s'il est comme ça c'est aussi parce qu'il a vécu ça. Moi je sais que on a vécu ça avec ma mère et mon ex-beau-père, ça a été ça. Et moi, du haut de mes je crois, j'avais quoi ma mère, un jour, elle m'avait dit, j'avais 9-10 ans, elle me dit, oui, qu'est-ce que tu penses si je quitte ton beau-père? Parce qu'elle avait déjà eu un divorce avec mon père, j'avais 3 ans. Et en fait, moi, je l'ai regardé, je lui ai pas dit... Enfin, je lui ai dit... j'ai 9-10 ans, enfin, tu vois, j'ai d'autres chats à fouetter normalement que ça. Et je lui ai dit, non, faut le comprendre, il a eu une mauvaise vie quand même. Et genre, ma mère, elle est en mode, ok, t'as une gosse qui me dit ça. Et en fait, elle est restée avec lui. Et pire erreur de ma vie d'avoir dit ça. Mais on aurait dû se barrer. Mais j'ai eu cette espèce d'empathie alors qu'on en prenait plein la gueule, tu vois. Et genre, je me dis, cette empathie, elle m'a un peu perdue, mais je veux pas non plus la perdre, parce que ça me permet de comprendre les gens et de comprendre un peu la société dans laquelle je vis, les gens qui m'entourent, et pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça. Mais ça met du temps avant de se dire, de repérer qui est le potentiel agresseur. Parce que justement, t'as ce côté hyper empathique, on sent que t'es fragile, on sent que t'as du vécu, et là, t'as le gars ou la meuf, parce que ça peut être ça pour des mecs qui ont très mal vécu le truc, qui va arriver en mode petite victime potentielle. Exactement. Je vais pouvoir vraiment lui en foutre plein la gueule parce que je ne vais pas bien, mais ce sera elle la victime, c'est elle qui va pas bien dans tous les cas, ce sera jamais moi. Donc voilà, et tu les attires, c'est un espèce de d'aimant, et c'est horrible, c'est la partie la plus dure à faire, c'est justement briser cet aimant. Vraiment enlever cette espèce de lien que t'as avec ton agresseur, que t'as eu toute ta vie, où tu vas le retrouver à chaque fois. T'auras beau changer de collège, ça recommence. Il y en a plein qui ont changé de collège, de lycée, de primaire, qui ont dit ça a recommencé. Parce que ils ont eu un truc qui faisait que ils laissent une porte ouverte, en fait. Bonjour, je suis blessé, bonjour, je suis une victime potentielle. Et c'est ça le plus gros travail. C'est pour ça qu'il y a souvent ce qu'on appelle la notion de posture. On peut le voir aussi dans GTO avec Onizuka, qui, même si sous ses airs de puceau à 22 ans. Ouais, alors. Et de se dire, voilà. Libre comme l'air. Mais il est libre, et ce qu'il va donner à ses élèves, c'est la notion de posture. Des gens qui sont harcelés, etc. Ok, t'as une faille. On a tous des failles. Donc maintenant, comment on utilise ces failles pour que ça devienne une force. Et j'avoue que dans GTO, c'est énormément ça, quoi. C'est même si il arrive souvent en mode grand sauveur et tout, mais le travail a quand même été fait par ses élèves avant. Il les a mis dans des situations qui font que il est obligé de faire face. C'est ça. Et il dit, écoute, bon, je sens que t'as un peu de mal, il va venir chez les darons, il va briser un mur. Allez, c'est bon, c'est parti. Je vous ai juste aidé. Après, c'est à vous de faire le reste. Il est très fort. Et donc, sur ça, c'est pour ça que GTO, j'avoue que c'est hyper intéressant sur justement cette notion de posture, et que des fois, j'essaie de montrer ça aux élèves sur, ok, on a des failles, comment on peut faire en sorte que, ces failles-là, soit on les exprime, soit on les exprime pas, mais par contre, on s'exprime pas verbalement, je veux dire, mais on peut s'exprimer corporellement. Et ces failles-là, si tu les montres et tu les mets face à quelqu'un d'autre, si effectivement c'est un gros pervers, un psychopathe, il va les utiliser, et ça existe. Ou sinon, si quelqu'un qui est en mode compréhensif et qui veut comprendre, on va peut-être entamer un dialogue. Les deux potentiels existent, mais il faut aussi comprendre et être pas forcément en empathie, mais plus en sympathie avec et ça c'est Wallo qui me l'a appris, ça. Wallo Sensei. Et être en sympathie sur ce qui se passe, pour pas être non plus être dans le trou avec l'autre personne, quoi. Donc on est plus comme ça, quoi. Ouais. Mais par rapport à tout ce qui vient de se dire là, en fait, depuis notre toute petite enfance, ce qu'on apprend, c'est à vivre ensemble. Ouais. Donc on doit composer avec ce qu'on voit, et puis au fur et à mesure de ce qu'on voit aussi, parce qu'au tout début, quand on est bébé, on voit peu de gens, et puis au fur et à mesure on va sociabiliser, on va voir quelques enfants de notre âge, puis de plus en plus, puis de plus en plus d'adultes, de plus en plus d'enfants, et à chaque fois, on va pas créer de stratégie, parce que notre cerveau n'est pas complet dès le début. En fait, et c'est des choses qui ont été étudiées assez récemment.
le cerveau est encore en formation pendant, je crois, jusqu'à l'âge de 25 ans, un truc comme ça, c'est assez long. Et je crois pour certains, c'est un peu plus. Après, on parle pas des blocages en cours, parce que je pense que il y a aussi, l'air de rien, les traumas aussi, ça a des incidences sur le cerveau. Mais en tout cas, donc au fur et à mesure, à chaque fois, on va se positionner, on va agir en fonction des réactions des autres, et puis on va adopter des postures. Et du coup, la posture de victime, finalement, c'est une stratégie de survie. Et d'ailleurs, Soso, tu l'as exprimé, c'est genre je me fais le plus petite possible, je me fais le plus, je respire le moins possible, et mine de rien, c'est un moyen de rester en vie. Ouais. Et voilà, et pour sortir de ça qui devient finalement au-delà de la posture, qui devient, quand ça devient une identité. Faut déconstruire le truc, faut dérouler la pelote, et bon là, se faire aider, j'y reviens à chaque fois, se faire aider, c'est quand même le meilleur moyen de gagner du temps. Oui, c'est très important. Pour ceux qui arrivent à faire la demande, parce que ça c'est un truc que j'ai pu voir moi en formation, par rapport aux gens qui sont en mode victime, parce que des fois on dit, c'est dans les concepts qu'on donnera peut-être tout à l'heure, on dit, c'est vrai que la salle le dit, et je le redirai même moi jamais assez, demandez de l'aide. Même si ça vous demande un courage de ouf, parce que tu peux avoir demandé de l'aide 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et c'est ce qui t'a conduit à ta posture de victime, parce que attends, j'ai demandé de l'aide, mais au final, je me retrouve dans la même situation, voire pire. Et ça, c'est vrai que ça peut conduire au fait, des fois on comprend pas, mais pourquoi il a pas demandé de l'aide, ou en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans sa vie, il en a demandé, et l'aide, le fait de demander de l'aide est devenu un danger pour lui. C'est-à-dire que ça a empiré la situation. Et ce qui fait que le réflexe normal qui est d'aller de trouver de l'assistance, ne figure plus dans son répertoire dans le manuel de secours de l'être social normal. Ah bah oui. Et c'est vrai que je parle vraiment pour les cas des gens qui sont victimes, parce que les gens qui ont des postures de sauveur ou de harceleur, c'est plus facile pour eux d'aller demander de l'aide. Mais pour une victime, quelqu'un qui est vraiment dans la logique qui est dans le harcèlement et qui reste dedans parce qu'il trouve un équilibre, demander de l'aide peut devenir dangereux. Je sais que ça peut être perçu comme dangereux, et je sais que ça peut paraître paradoxal, voire curieux pour des gens qui disent mais attends, Wallo, qu'est-ce que tu racontes? Non, vous avez des gens dans des cas extrêmes. Moi je l'ai vu, j'en ai été témoin lors d'une formation où j'ai vu quelqu'un qui ne pouvait pas demander d'aide parce que c'était dangereux, c'était un danger de mort. Et donc, juste lui tendre la main, ça devenait, c'était pour elle, c'était comme si elle allait mourir, quoi. Donc, il y a beaucoup ça, comme tu l'as dit, il y a beaucoup ça, je retrouve sur certains des élèves avec le harcèlement, sur les réseaux sociaux. Là, demander de l'aide est compliqué. Ah oui. Parce que en gros, en plus, ça, souvent, les jeunes, c'est par Snapchat, donc t'as pas forcément tout l'historique, etc. Donc c'est assez éphémère. Et on le voit quand tu fais une capture d'écran. Ouais. Et on le voit genre, quand ils tu vont fais... te dire pourquoi t'as capturé l'écran en fait. Et on va même pouvoir te harceler pour te faire supprimer cette capture d'écran parce que la personne sait. Donc en gros, sur tout est visible. En fait. Voilà, sur Snapchat, tout est visible. Quand tu entends écrire quelque chose, c'est visible. Quand tu fais la capture d'écran, c'est visible. Et donc les messages peuvent être éphémères. Donc en gros, tu envoies un message en mettant sale conne, viens tout à l'heure, tiens, je vais te baiser, ton truc comme ça, un truc horrible, quoi. Et c'est répété, voilà, t'es qu'une conne, c'est répété, et c'est éphémère. Donc le temps que tu réagisses, tu captures, etc. Et c'est pareil, à qui tu en parles, comment tu en parles, parce que pareil, on se sent sale, on se sent sali, et les parents, ils comprennent pas trop, forcément, et même s'ils en parlent aux parents, les parents, comment est-ce qu'ils peuvent agir? À part de confronter de parent à parent, mais est-ce que l'autre parent va vouloir, comment est-ce que et donc des fois, effectivement, ça devient de vie ou de mort, parce que vu que t'as fait une capture d'écran, vu que si t'as fait une vidéo de quelqu'un qui se fait taper, etc., le groupe va harceler la personne qui a fait la vidéo, il fait vas-y, efface la vidéo, ils vont s'en prendre à d'autres personnes et tout, donc il y a un vrai danger de vie ou de mort sur ces personnes-là. Et donc ça devient un vrai fléau et un vrai problème qui est toujours en gestation au niveau des lois, parce que pour l'instant, il n'y a pas forcément
de lois qui encadrent ça, à part une qui est apparue il y a pas longtemps, mais qui est un peu hyper restrictive sur tous les trucs, mais bon, qui fonctionne pas. Là, il y a eu longtemps où t'as même si c'est compliqué, la base, cette créatrice de contenu est quand même est compliquée. Elle a eu des harcèlements, il y a eu 28 prévenus et 28 condamnations. C'est la première fois que ça se fait, même si elle, de base, elle a cherché des trucs aussi, quoi. Et qui a fait pas des trucs très nets aussi de son côté. Mais voilà, c'est la première fois qu'il y a eu sur du harcèlement pur, 28 prévenus, 28 condamnations et des condamnations lourdes. Donc c'est une première qui arrive petit à petit, mais si on arrive sur les enfants, etc., c'est plus compliqué de demander de l'aide, quoi. Ouais, parce que le problème, c'est que t'as deux cas. T'as par exemple, moi, quand je veux faire harceler sur les réseaux, trucs comme ça, t'as pas de solution parce que tu sais que si tu vas à la police, ça va rien donner. Il faut vraiment que t'en arrives à un point où c'est une accumulation d'une seule personne déjà, parce que c'est souvent des groupes, t'as des mecs qui vont créer plusieurs comptes, mais tu sais pas que c'est le même, tu vois. Donc en fait, c'est toujours plein de petites personnes, et en fait, c'est juste un effet de groupe, et t'as pas une personne qui a fait un truc, qui t'a appelé, un truc comme ça. J'ai déjà eu des appels, mais je sais pas si c'est la même personne que donc déjà t'es perdu. Au niveau de la loi, mon copain, son meilleur ami est policier, et il a dit... En fait, même moi qui suis bien placée, on peut même pas faire passer ton dossier en mode il faut vraiment que ce soit un gros truc. Et du coup, t'es obligé. Voilà, je le dis, t'es obligé de passer par des trucs un peu illégaux, tu vois. T'es obligé de passer par des mecs qui touchent un peu pour fermer les comptes. T'en arrives à faire des trucs de 24 heures chrono, mais tu vois, genre que en fait, t'as pas d'autres. Et encore, moi, c'est parce que j'ai une pote qui connaît un pote qui m'a dit voilà, moi je m'occupe de faire ça dans l'ombre, un truc comme ça. J'ai eu de la chance, mais c'est pas tout le monde, tu vois. Moi, et pour autant, c'est pas pour autant que ça diminue. J'ai toujours des petits trucs. Donc on va te dire quoi arrête d'aller sur Twitter. Bah frérot, je veux pas m'arrêter de vivre pour eux. Sinon, là, ils ont gagné. Mais bien sûr. Et après, à côté de ça, pour les enfants, que ce soit Snapchat, Twitter ou n'importe quel réseau, t'as les parents qui vont faire je te confisque le téléphone ou t'arrêtes le téléphone le soir. Donc en fait, non seulement la personne se fait harceler, mais en plus elle est punie. Et mais tes réseaux de merde et tout, parce que des fois il y a des conflits générationnels, tu sais, genre c'est quoi ta merde, la Snapchat, arrête de lui parler. Oui, super. Mais sinon, à part ça, elle est dans mon collège en fait, ou elle est dans mon lycée. Donc je fais comment en fait? On essaye d'arrêter le problème à la source, alors que c'est pas ça, c'est pas Snapchat la source, c'est un humain derrière, c'est un pseudo en fait. Et c'est là que c'est compliqué, parce que on se réveille, parce que par rapport aux lois, ou trucs comme ça, on commence à se réveiller, parce que il y a aussi le boom des réseaux sociaux et des créateurs de contenu et des mises en avant de créateurs de contenu ou créatrices de contenu qui ont eu du harcèlement extrêmement poussé. Je pense à Lena Situation qui a eu ils ont appelé sa mère, ils sont allés chez sa grand-mère, ils ont envoyé des trucs chez sa grand-mère au bled, ils l'ont menacé de mort, des trucs comme ça, alors juste parce qu'elle respire en fait, genre littéralement Lena Situation n'a rien fait, elle parle mode, elle parle un peu de plein de trucs, littéralement genre elle prend même pas part politiquement, elle fait rien, tu vois, genre juste le fait qu'elle respire, voilà. Et du coup, comment faire pour ce genre de personnes pour s'en sortir, parce qu'en fait on est face à un effet de masse. C'est pas une personne, encore une fois, tu vois. Et t'es face derrière une espèce d'anonymat, derrière un pseudo de quelqu'un qui va avoir 10, 15 adresses mail différentes pour avoir plein de comptes différents, qui va être sûrement supprimé, tu vois. Son compte, il va être signalé parce qu'il sort des dingueries, et il va revenir une semaine plus tard. C'est pas grave, tu vois. Et même s'il y a des gens qui sont surveillés, je sais, il y a des gens qui sont surveillés par la police, tout comme ça, mais il se passe rien. Et moi, je me dis, ces gens-là sont des dangers publics. Parce que ils sont sur des Discord, ils font du harcèlement sur des mineurs, ils leur demandent des nudes à des filles de 13-14 ans. Ah si, mais c'est crépuscule. Ça passe aussi par Snapchat, etc. Il y a des vidéos qui tournent, sur les réseaux de collège, les réseaux de trucs. Des fois, les profs voient ça et ils savent pas, à part le dénoncer sur la plateforme phare, qui est la plateforme du gouvernement. Ouais. Mais à tout hasard, je dis quand même, du coup, parce que j'ai la publicité devant. Alors, c'est le 30-18, pour ceux que ça intéresserait. Et sinon, le site non-harcèlement.education.gouv.fr. Voilà, je pense que de toute façon, s'il y a des outils qui existent, c'est toujours intéressant de
de les contacter ou de s'en servir, parce que si on s'en sert pas, ben ils vont disparaître. Donc bon, c'est... Non mais t'as raison de le dire, parce qu'il faut, en gros, ils sont en train de compiler les données pour savoir combien, enfin, même si on se dit ça sert à rien, etc., mais il faut, pour que ça bouge, il faut compiler des données. C'est horrible ce que je dis. Mais il faut que ce soit comptabilisé pour pouvoir que ça bouge. C'est pour ça que le harcèlement a été comptabilisé, c'est pour ça qu'il y a eu des moyens qui ont été mis en place, enfin, dans les écoles. Parce que ça a été comptabilisé. Et donc, si on montre pas que le cyberharcèlement, il faut le comptabiliser, il n'y a pas grand-chose qui se bouge aussi, quoi. Donc, c'est un truc genre, ça peut servir à rien, mais non, c'est con, on est dans une logique comptable des choses, donc il faut le faire aussi mais c'est pas la seule chose à faire aussi, mais c'est aussi ce que tu disais, c'est se faire accompagner, discuter aussi avec les gosses, quand il y a des profs aussi, qui voient que les vidéos tournent, etc., c'est d'aller voir forcément le gosse ou les gosses incriminés dans la vidéo, discuter avec eux. C'est du temps, c'est long, c'est du temps long. Il n'y a pas forcément le truc et tout. Moi, je me retrouve des fois aussi dans des situations un peu aberrantes en tant qu'intervenant, dire je dois intervenir, mais je suis qu'un intervenant, je ne suis pas dans l'école, je ne connais pas le fonctionnement de l'école, mais je connais pas les parents. Je ne connais pas les parents, mais je dois quand même intervenir. Mais je dois quand même intervenir parce que là, en fait, c'est pas possible. Je peux pas laisser la situation s'envenimer. Je vais juste par le dialogue, mais j'ai pas de pouvoir, j'ai pas de véritable pouvoir à part le dialogue. Et quand je vois que ça fonctionne et que après je remonte les cas au CPE ou au professeur, etc., ils font il y a tout ça. Oui, il y a tout ça. Et nous n'en a jamais eu conscience. Je sais je pense que c'est aussi une des raisons pour laquelle je suis là. Alors qu'à la base je suis venu faire de l'impro. Je vais faire de l'impro sur la posture et pour que les gamins puissent s'amuser aussi, même si c'est un sujet dur, s'amuser à trouver leur voie dedans. Mais je monte tous les cas parce qu'en fait je les note, j'écris tous les trucs et je sais ce qui se passe pour tel ou tel gamin avec soit les autres gamins ou et comment ce qu'ils ont fait aussi, quoi. Donc il y a des trucs qui sont un peu litigieux et faites attention, et je remonte un petit peu les cas sans forcément dire le nom, mais voilà, pour qu'ils gardent un peu le truc, quoi. Mais c'est toujours en discuter avec quelqu'un d'extérieur. Tu l'as dit tout à l'heure, se faire accompagner, même s'il y a un truc d'harcèlement, cyberharcèlement, comme tu l'as fait, tu discutes avec quelqu'un d'autre qui dit j'ai une situation, j'ai une solution, voici le truc, même si c'est dans l'ombre, etc. Mais c'est une solution quand même. Si tu n'avais pas discuté avec quelqu'un, ça fonctionne pas, quoi. Et de pouvoir le dire, déjà au moins pouvoir l'exprimer, même s'il n'y a pas c'est vrai, des fois, on n'a pas de solution au pied levé, mais que ceux qui vivent puissent au moins trouver un lieu, enfin une personne. Si c'est dangereux de le dire auprès de sa famille, trouver quelqu'un en dehors, mais quelqu'un de confiance. Après, moi, quand je parlais de solutions, c'était vraiment des solutions un petit peu, illégales, hein. C'était des trucs de hacking et tout machin. C'est illégal dans tous les cas. Moi, il m'avait dit, il y en a certains, je peux pas leur fermer des comptes parce qu'en fait, ils sont déjà surveillés par la police. J'étais là, cool, j'ai des gros dossiers sur le dos, quoi. Et il a dit, si moi, je commence à hacker des trucs, ils vont voir, ils vont retourner sur moi. Donc, moi, je suis obligée d'aller fermer les petits comptes. Tu sais, ces petits laquais à eux, là. Parce que c'est souvent des chefs de réseau, hein, littéralement. Ils ont des pages Telegram ou des pages WhatsApp dédiées au harcèlement d'une personne, par exemple. Tu vois, genre, ou alors ils vont tous ensemble et ils vont noter quelques noms, elle est en live ce soir, venez, on va faire ci, tout comme ça. C'est vraiment un truc organisé. Ils ont rien d'autre à faire. Mais c'est ça. C'est dingue. Il y a de l'argent derrière, c'est quoi le délire? Non, je pense qu'ils se complaient là-dedans, quoi. C'est leur truc à eux, vraiment. Et pour moi, c'est des puants derrière des ordis qui n'ont pas d'avenir, vraiment. Genre, je ne vois pas d'autres. Pas de présent non plus, hein, parce que dans le genre constructif, je pense qu'il y a mieux. Non, mais le pire, c'est que, moi, je suis face à ça et je me dis, ce qui est le plus chiant là-dedans, c'est le sentiment d'injustice, mais aussi le fait de ne pas pouvoir se défendre. Parce que tu vois, déjà, quand t'as vécu le harcèlement quand t'étais plus jeune, tu t'es pas défendu de manière alors que c'était face à face. Déjà, ça te fait chier. T'as une espèce de poids en toi, tu vois, qui est là, qui est lourd. Ça te fait chier, mais vas-y, tu passes à autre chose. Et là, tu le vis, mais de manière virtuelle, à un âge où, là, ça y est, t'es prêt à mettre des patates, tu vois. Et là, t'as plus personne pour mettre des patates. Et en fait, ils viendront pas te voir en convention, tu les verras jamais. Ça se trouve, ils vont prendre une photo avec toi, mais tu le sais pas. C'est des harceleurs. Et ça arrive très souvent, apparemment. Donc, et t'es en mode...
en fait, je peux pas me défendre. La seule chose que je peux faire, c'est à la limite continuer à briller devant eux pour qu'eux, ils vivent dans leur somme, tu vois. Mais c'est injuste parce que des fois, ça va tellement loin que ça te pourrit ta vie. Ça peut te mettre en porte-à-faux d'un point de vue professionnel, tu vois. Genre, quand t'as tellement de tâches sur les réseaux sociaux en harcèlement, t'en as qui sont en mode peut-être pas travailler avec elles. Il y a des entreprises qui sont en mode qui tombent là-dedans, qui tombent dans ça. Ouais, ils ont peur de ça, tu vois. Et ça, moi, je sais que là dernièrement, j'ai eu une histoire, mais vraiment de merde. Hein. T'as mon agent qui m'envoie un message. Il me dit est-ce que t'as des vidéos est-ce que t'as déjà parlé de Demon Slayer? J'étais en mode oui. Pourquoi? Il fait, ouais, le Japon il me casse les pieds. Qu'est-ce qui se passe? Parce que l'avant-veille, j'étais partie à l'avant-première du coup de l'épisode 1 de la saison 4 qui va sortir de Demon Slayer. Et du coup sur Twitter, c'était en mode ouais, Mademoiselle Soso est invitée à une avant-première alors qu'elle aime pas Demon Slayer et il commençait à notifier Crunchyroll partout. Et c'est remonté jusqu'à Aniplex au Japon. Aniplex qui dit qu'est-ce qui se passe? Vous avez invité des gens qui n'aiment pas Demon Slayer ou qui apparemment vraiment très mal parlé Demon Slayer et tout. Et en fait, t'es obligé de te justifier. Et à cause de ces gens-là, en plus, qui disent de la merde totale. Genre, moi, j'aime pas Demon Slayer. Genre, allô. Genre, en fait, c'est parce que j'avais fait un TikTok que j'avais posté quelques jours avant. Et je demande en convention ton top 3 animé manga. Et souvent, les petits, la nouvelle génération, c'est Demon Slayer, Tokyo Revengers et Assassination Classroom, tu vois. Je suis en mode, et en fait, j'étais là en mode, en fait, le montage était un peu en mode humoristique et le petit, il rigolait parce que il disait ouais, Naruto, c'est pas si ouf. Et il sait que j'adore Naruto, tu vois. Donc, il y a un petit jeu, c'est bon enfant, c'est drôle, tu vois. Et en fait, il disait ouais, le TikTok et la vidéo a très très bien marché. Du coup, il y en avait qui disaient oui, elle a humilié un enfant qui aimait Demon Slayer devant des millions de personnes et tout. J'étais en mode waouh, la désinformation, c'est une dinguerie. Et c'est souvent cette espèce de téléphone arabe qu'il y avait déjà à l'époque. Et sur les réseaux sociaux, c'est tellement amplifié que parce que ça part d'un petit truc. Et quand tu descends 1000 tweets en dessous, mais ça n'a rien à voir avec le principe, le propos de base. Et moi, je l'avais déjà vécu au lycée en seconde. C'est pour ça, moi, je parlais de harcèlement d'un autre niveau quand t'arrives au lycée. Parce que quand il continue, là, on est face à des presque adultes, presque, je mets des gros guillemets, qui vont avoir des méthodes. Déjà, il y a tout ce qui est sexualité qui va rentrer en jeu. Bien sûr. Parce que là, à 15 ans, les gens, ils en peuvent plus. Hein. Il y a les hormones et phéromones qui sont en train de faire de la tambouille en cuisine. Et moi, j'arrive au lycée. Moi, j'étais en Bretagne, donc dans ce fameux gros lycée où il y a 70% de garçons. Voilà, j'arrive, c'est en mode la petite fraîcheur, tout le monde regarde les nouvelles secondes qui arrivent, tu sais, c'est la viande fraîche, tu vois. En plus, on est dans les années 2000, tu sais, on n'était pas sur le respect de la femme encore, tu vois. Les années 2000, c'était horrible. Fallait faire du 34, si t'as un petit bourrelet, puisque c'était la mode slim et tout ça, enfin, c'était le début de tout ça. Très c'était l'époque des défilés avec une taille -1 chez Dolce & Gabbana, tu vois. Donc, tu manges qu'une fois par semaine, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et moi, à l'époque, du coup, j'étais mince, je faisais du sport et tout machin, mais moi, ma vie, c'était la gym, et mon chien, tu vois, genre, rien à faire. Et en fait, j'avais 2 copines qui, elles, étaient en mode... à 15 ans, elles commençaient déjà à faire du stop pour aller en boîte à Rennes. Sauf que moi, je faisais pas ça, tu vois, mais on m'a mis un peu dans le même panier. Et on avait fait une soirée pyjama. Et c'était à l'époque des téléphones qualité vidéo 240p. Tu vois. Et en fait, on était en soirée pyjama et j'avais une de mes potes qui avait un gros nounours en tigre. Et donc, j'étais habillée. Alors, habillée vraiment, en plus, moi, je m'habillais toujours tout en noir, de là jusque là, en bas. Et on était sur l'île, et à un moment, j'étais à 4 pattes et elle met le tigre sur moi. Après, elle saute dessus. Et on était en train de faire les cons, et t'avais l'autre pote qui filmait, je faisais oui, comme ça. Et en fait, elle a fait l'erreur de montrer cette vidéo à des potes qui étaient en BTP, du coup, dans le lycée. Et je vous dis pas le téléphone arabe qui s'est passé à ce moment-là. C'est parti de cette vidéo de soirée pyjama. On n'est même pas en short, on n'est même pas en petite tenue, on n'est rien, on est habillés. On fait les cons pendant littéralement 10 secondes. Elles couchent ensemble avec dans leur chambre, il y a plein de peluches partout, c'est en mode vidéo porno un peu teenage et tout machin. Et en fait, au même moment, il y avait une vidéo qui avait tourné sur les réseaux. Là, on est en 2006 à ce moment-là. Il y avait une vidéo qui avait tourné où vraiment là, c'était vraiment une vidéo porno qui était filmée en amateur avec une fille qui était avec 2 garçons et tout machin. Et dans mon lycée, ils se sont dit, on a la même chez nous. Carrément. Et je suis avec mes copines devenue la grosse pute du lycée pendant 1 an, jusqu'à ce qu'ils convoquent ma mère et toi.
Mais non. Si, ils ont convoqué ma mère. Moi, j'ai vraiment vécu le truc qu'il y avait dans les séries. T'arrives, il y a un hall, il est énorme. Il y a 2000 personnes qui peuvent rentrer dans ce hall. Non. C'est des gros halls de gros lycées en campagne, tu vois. Et j'arrive vraiment, le moment, tu sais, où t'arrives et il y a un silence qui se fait. Tu vas à ton casier et tu sens des regards, des chuchotements, des machins. C'est elle. Ah oui, c'est elle. Et je suis en mode... Et en fait, tu peux pas faire... J'aurais aimé monter sur une chaise et faire votre attention s'il vous plaît, les 2000 personnes qui sont là, bonjour, j'aimerais éclaircir. Non, en fait t'es là en mode je vais vite aller en cours, et en fait même quand t'arrives en cours, du coup à un moment donné j'arrive en retard, génial, oui. Et t'as tout le monde qui fait Et en fait il y avait une pote à moi dans la classe qui s'appelait Charlène. Déjà on n'était pas beaucoup de filles parce qu'en S du coup il y avait beaucoup de garçons, et je lui fais merci, tu m'as gardé une place et tout. Elle fait ouais mais t'inquiète, moi je suis pas comme les autres, je m'en fous, moi je sais très bien que t'as pas fait ça et tout, moi je te crois et tout machin. Je lui dis merci Charlène, ça fait vraiment plaisir. Et là t'en as un derrière qui me fait et en fait je lui dis oui putain j'en ai marre de cette histoire et tout, j'en peux plus et tout. Et là t'en as un derrière qui fait bah en même temps avec ce que t'as fait wow. En fait c'était le moment où vraiment j'avais pris un peu de gueule et j'étais au bout de ma vie. Le présupposé est super. Et je me retourne, je le regarde comme ça, je fais pardon, tu l'as vu la vidéo? Non, mais c'est mon pote. Je fais ferme ta gueule, en fait. Tu vas venir me voir le jour où tu auras vu la vidéo. Tu l'auras dans la main et tu me montreras la vidéo parce qu'elle n'existe pas, en fait. Et du coup, il a fermé sa bouche et j'avais envie de bouillir, j'avais envie de lui envoyer ma trousse dans la tronche, tu vois. Et j'étais arrivée à un point où j'ai dû attendre que cette rumeur meurt d'elle-même parce qu'il n'y avait pas de vidéo, mais ça a duré 1 an. C'est ça qui est terrible avec ça. 1 an en seconde, t'avais des filles qui me détestaient, mais vu que j'étais parmi, on était 3 filles, il y avait du coup 2 babtous et moi. Les 2 babtous, elles ont pris un peu plus cher que moi, parce que moi du coup j'étais passée en mode regard noir. Voilà, parce que après dans mon lycée on n'était pas beaucoup de métisses, on va dire, parce que moi je suis à moitié algérienne. J'avais mes cheveux tirés en arrière avec mes cheveux bouclés noirs, je faisais une teinture noire. Genre j'étais souvent habillée en sport parce que t'envoyais un signal. J'envoyais un signal en mode moi j'étais prête à me battre, ça y est, j'en pouvais plus, j'étais sortie de mon beau-père, j'étais sortie de plein de choses, des années d'harcèlement, j'étais en mode moi je suis prête à me battre. Personne n'est venu me voir jusqu'à l'été justement entre la seconde et la première où j'étais en soirée en soirée à 16 ans, c'est normal à l'époque en Bretagne. On est tous allés en boîte avant 18 ans, mais c'est bon. C'est la période normale quoi. 12 ans ça me ferait peur aujourd'hui, donc 16 tu vois, bon ça va quoi. Et du coup je suis dans les toilettes et tout et je me lave les mains et là je vois une des filles du lycée qui en plus elle est grande. Elle est baraque, elle faisait peur. Et elle avait déjà failli attraper mes 2 potes. Qu'est-ce que t'abaisses les yeux, salope et tout machin. Elle s'attrapait comme ça dans le lycée et tout. Moi, j'étais en mode, oh putain. Et en fait, elle me regarde, je la regarde et je me dis, vas-y, c'est bon, j'en ai marre. J'ai déjà 2 grammes dans chaque poche. De toute façon, c'est bon, je vais partir. et je la regarde et j'attends. En fait, je la regarde comme ça. Je me suis dit, si tu veux qu'on se batte, on va se battre là. Il y a des escaliers, on va finir avec un coup du lapin, c'est pas grave. Vraiment, j'en pouvais plus. Et elle me fait, ouais, je voulais dire, je suis désolée pour ce qui s'est passé et tout, je sais que toi t'as rien fait et tout, machin, je t'en mode, genre vraiment, il y a eu un point qui a fait pfff. Et le pire, c'est qu'en fait, en moi, je me suis dit, je vais pas faire genre c'est ma pote. J'ai fait, ok, merci. Ouais. Cool. Et en fait, je suis partie en mode, je vais pas faire genre, ah merci, c'est gentil. Non. C'est bon, t'es plus une victime. Là, tu vas la regarder, tu vas faire et tu vas faire comme si t'étais quand même saoulée. Et elle a rien dit. Et je me suis dit, je pourrais faire la même saoulée et qu'elle fasse, par contre, change de ton, je me suis excusée. Il s'est rien passé. Et je suis partie comme ça. Et en fait, en moi, j'étais en mode, oh mon Dieu, oh la vache. Et genre, je me suis dit, c'est possible, tu vois, c'est faisable. Mais parce que je crois que j'ai tenu bon. Parce qu'en fait, je me dis, ils se rendent pas compte que ce genre d'histoire, j'aurais encore, enfin, à l'époque, on s'était barré de mon ex-beau-père, donc on était plus que toutes les 2 avec ma mère, ça allait un peu mieux, même si c'était pas fifou. Il y a des personnes qui auraient pu se jeter du lycée, en fait, avec ces histoires. Qui se rendent même pas compte à quel point ça peut briser une vie. Et c'est que, il y a, peut-être 2-3 ans, que ma mère m'a avoué qu'elle avait été convoquée. Elle m'a jamais dit avant. Elle avait été convoquée par des profs pour dire que c'était une mère de merde. Qu'elle savait pas gérer sa fille, machin, donc super, c'est pour ça que moi j'ai un problème avec l'éducation nationale, genre vraiment je me dis mais comment vous pouvez prendre une mère et lui dire parce que ça se trouve elles sont encore mariées, tu sais, elles ont déjà la figure paternelle que vous n'avez pas, c'est peut-être pour ça que votre fille va pas bien, tu vois, genre bonjour, on n'a pas tous une vie, machin, notre maison en bord de mer et je suis prof et j'ai un bon salaire et naninana, tu vois, non, enfin genre comment tu peux inviter une mère et lui dire votre fille c'est n'importe quoi. Non, on va pas lui dire elle se fait harceler. Non, on va dire c'est quoi ce bordel, est-ce que c'est vrai cette histoire, genre j'étais en mode mais en fait on a trouvé 0 aide dans l'éducation nationale, dans le système de ce lycée qui a regardé l'histoire et qui m'a même pas convoqué moi mais ma mère. Et je me suis dit c'est hyper grave, tu vois, parce que des rumeurs qui durent 1 an comme ça, c'est énorme, genre vraiment c'est énorme de se faire regarder tout le temps et de ressembler à un morceau de steak
quand tu passes dans le couloir des BTP qui se disent fais des trucs sans avoir rien vu en plus. Oui, sans avoir vu, ouais. Mais surtout, c'est pour ça que le harcèlement sexuel aussi, c'est une dinguerie, tout ce qu'on peut t'envoyer, quoi. C'est grave. C'est pour ça qu'il y a sur les présupposés et ça. En fait, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de trucs. Soit tu laisses crever le truc et que c'est hyper long. C'est mieux dur, pas. Soit quand il y a des trucs, tu dis, bon, ça, sur le temps, ça partira. Ou soit, faut arriver à un moment à ouvrir sa gueule. Et comment tu le fais aussi, comment tu ouvres ta gueule pour pas que ça se retourne contre toi après. C'est aussi tout un truc hyper dur. Moi, je reviens sur GTO et sur Onizuka, il y avait des trucs où je crois qu'il y avait un truc dessus. Et lui, il arrive et défonce les gueules. C'est sa méthode brutale, on va dire. Ou de le mettre, de remettre les harceleurs dans le truc. Regardez ce que ça fait. C'est ce qu'il fait avec une des meufs les plus hardcore de la classe. Hein. Ah ouais. C'est ce qu'il fait pour dire, regarde, je te mets dans la merde, quoi. Donc, t'as vu, ça fait mal. Hein. T'as vu, ça fait mal. Donc, il y a, ça, c'est la méthode un peu plus hardcore, quoi. Mais il y a toujours se dire, comment est-ce qu'on fait et tout. Là, en parlant aussi avec des profs, souvent, c'est aussi, donc, ils veulent convoquer les parents, et, souvent, c'est les parents qui vont harceler l'enfant d'autre. Du coup, il y a un truc hyper sans fin, qui arrive, et donc, t'as le CPE qui fait, mais je fais quoi, là? Moi, je dénonce les parents, je sais pas. Qu'est-ce que je fais? En fait, si moi, je donnais les formations, ce qu'on peut faire, c'est ce qui pourrait être intéressant, c'est que, sur, une fois par mois, on fait, réunion des parents, et on fait un cours sur le harcèlement. Et en fait, je fais exactement ce que je fais pour les gosses, mais je le fais pour les parents. Ouais. Est-ce que t'as eu les parents de Jean-Charles qui disaient que c'était un shit talk? En fait, pour l'instant, ça s'est pas fait, mais toute l'école, en tout cas, a fait, ah ouais, non, mais c'est vrai. Carrément, en fait, nous, on voudrait bien mettre ça en place et tout, mais il faut que les parents, fait une réunion des parents, et fait, hop, vas-y, atelier harcèlement. Réunion par bien sûr. Et on fait ça, et je fais, mais en plus, ça n'existe pas, ce truc-là. Il y a pas de, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a pas de formation au harcèlement. On l'a que quand on est gosse. Et encore, nous, on le connaît, on sait, mais avant, les parents, ils s'y connaissaient pas, ce truc-là, ils connaissaient pas les trucs. Et maintenant, avec les réseaux sociaux, comment ça fonctionne? Parce qu'ils savent pas. Et pareil, si tu formes pas les parents ou les accompagnateurs, parce qu'il y en a qui peuvent ne pas avoir de parents, etc. Les accompagnateurs à tout ça, ils savent pas comment gérer. Et donc, il y a un vrai problème de communication. Il y a un petit côté boomer, des fois, qui sort, tu comprends rien, leur truc, là. C'est ça. Et après, tu mets à l'aune de la littérature ou du manga ou de la BD et tout, il y a plein d'exemples de harcèlement. Je lisais Gaston Lagaffe, et je me dis, en fait, Gaston, c'est un putain d'harceleur par rapport à... Mais ouais, en fait, il fait que des gaffes. Il reconnaît jamais ses torts par rapport à Fantasio, ou même par rapport à Prunelle. Des fois, il y a des trucs, Gaston, il fait des trucs un peu fous, quoi. Et ouais, c'est drôle, c'est du gag. Et Franquin, il avait fait exprès de mettre le bouchon un peu loin sur des trucs pour montrer, il y a des trucs qui vont pas, quoi. Ouais. Mais, si on regarde, un peu dans les trucs, Titi Grominet, etc., ça c'est typique. C'est un truc typique, tu vas embêter l'autre. Qui était harcelé, parce que Grominet, il en prenait plein à tronche. Ouais, il en prenait plein à tronche. Tom et Jerry, des trucs comme ça. Donc, il y a toujours ce truc-là, qui était le harceleur, qui était harcelé, mais on en arrive dans un truc où, c'est normal de s'embêter. Oui. Genre, c'est drôle. C'est drôle. C'est marrant. C'est marrant, regardez. Alors que moi, par contre, quand j'étais petite, tous ces trucs-là, ça me rendait ouf. Je supportais pas Tom et Jerry. Genre, déjà, je ne supportais pas Jerry. Genre. Oui, c'est ça. Si tu veux l'injustice, tu vois qu'il a du vice, tu vois tout de suite. Ouais, et puis même, je me disais, en fait, elle rigole trop par rapport à cette situation, elle sait qu'il va rien lui arriver, tu vois. Je sais qu'il veut la bouffer, parce que c'est son instinct animal, et puis t'as l'autre chien qui arrive et qui lui défonce la tronche. Mais j'avais un peu de peine pour le chat, genre. Bah oui. Genre, j'étais en mode, il se fait toujours avoir, genre, on dirait, il est jamais heureux. Ouais. Et du coup, j'étais en mode, j'aime pas, ça m'énerve, je déteste. Genre, je me sentais mal à l'aise devant, bizarrement. Comme Bipé le coyote. Oui, c'est typique. Pauvre coyote, il voulait juste bouffer. Et voilà, c'est dans un truc où c'est normal et logique de s'embêter, et que dans tous les cas, il y a rien de grave. Il y a rien de grave. Malheureusement, c'est ça. Alors que moi, j'ai grandi avec les malheurs de Sophie, tu vois. Ouais, malheurs de Sophie. Et du coup, moi, on m'a sensibilisé. Je pouvais pas regarder ce truc-là. Même Tom Sawyer, etc., t'as quand même des trucs... T'as des trucs un peu problématiques, et c'est normal et logique. Et dans ce truc qui, en fait, non, il y a une sensibilisation à faire,
non, ce n'est pas normal et logique. À l'époque, Ségolène Royal avait fait en sorte que les mangas, les animes soient virés parce que c'était trop violent et tout. Le truc, c'est que justement, elle n'est pas partie sur le truc où, non, on va essayer de comprendre et on va de sensibiliser les gens, quoi. Ouais. Parce que ce qui est normal et logique est pas normal et logique pour une autre personne. Oui, clairement. Déjà, elle avait ouvert un manga, je pense que ça aurait été pas mal. Mais... Ouais, non, elle l'a pas fait. Elle l'a pas fait. Elle a arrêté de regarder des trucs, elle a pas compris. Elle a vu Omae Amoshinderu, elle s'est dit, c'est trop violent ce truc. Elle a pas vu que derrière, il y avait un homme blessé dans un monde post-apocalyptique, tu comprends. Ça, tu vois, je préférais regarder ça, tu vois. Ça, c'est mon côté facteur aussi. Pareil. Ça y est, tu dans ton conducteur, t'as évoqué la notion de sauveur, et notamment avec My Hero Academia. Oui. Et on va y voilà. Oui, parce que, alors, après, au niveau temps... oui, ça va juste. Ça va. Ouais. Oui, parce que, donc, on parlait... T'as parlé... Encore 10 minutes. 10 minutes. 10 minutes. On a parlé de la posture sauveur-bourreau. On a beaucoup parlé des bourreaux, des victimes. Mais c'est vrai que dans les dessins animés, les mangas, on a beaucoup la posture du sauveur qui est mise en avant parce que c'est un peu une partie des héros. Mio qui est sauvé par je sais plus son nom, son mari là. Kyoka. Ah, Mio. J'ai entendu Mihawk. Je me suis dit, il était sauvé lui dans One Piece. Personne ne le sauve lui. Et par rapport à My Hero Academia, donc t'as All Might qui arrive comme un héros par rapport à Deku, parce que Deku qui a pas d'alter, il est bien content de rencontrer All Might. Et c'est vrai qu'il est jimé un petit peu au début quand il étant jeune. Un petit peu, pardon. Bakugo, c'est un bon harceleur aussi. Et pourtant, tu vois, en convention, ça fait partie des personnages préférés des gens. Bakugo, le harceleur. Genre, beaucoup me disent, j'adore My Hero. C'est qui ton personnage préféré? Bakugo. Là, je fais, donc t'aimes bien les harceleurs? Non, mais il me fait marrer, j'aime bien son côté un peu énervé. Je fais, ouais. Alors que moi, je vais être hyper sensible à ça, en mode, si t'es mauvais, je peux apprécier, j'adore les personnages mauvais, mais j'aime quand ils ont un background, une raison de l'être, tu vois, ça me touche. Alors que là, Bakugo, j'étais en mode, expliquez-moi. Pourquoi il est comme ça avec des... C'est vrai qu'on n'a pas... il explique, à un moment, il fait tout un truc où il dit qu'il était envieux de... Oui, à ce côté de l'envieux. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi, parce que Deku n'avait pas de force, rien. Ok, t'as été envieux quand il est rentré dans l'école. C'est bien avant, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il l'a sauvé. Il l'a sauvé. Et je crois que c'est déjà dans sa manière d'être. C'est-à-dire que lui, il a pas d'alter. C'est comme ça que je l'interprète. Tu me diras, Fabien. Mais il a un comportement de héros. Voilà, c'est-à-dire que le mec, il a pas d'alter, mais déjà, il est dans le comportement épique attendu du héros. C'est-à-dire que lui, c'est déjà là, quoi. Mais t'as pas d'alter. Ouais, ça fait un peu Naruto Sasuke, en fait. Ça revient carrément à ça. Mais il était tellement mauvais avec lui que du coup, j'étais en mode... Il n'y avait même pas un seul moment où il était sympa, quoi. Il a détesté parce qu'ils étaient potes, parce qu'au début, il le montre, qu'ils étaient potes. Et que c'est au moment où Deku l'a sauvé qu'il a fait non mais ce mec qui n'a pas d'alter m'a sauvé moi qui a un alter. Son ego a été touché. Et c'est là où il a envoyé chier parce qu'en fait il s'est dit en fait j'aurais pu le faire. Et c'est là où la différence et l'ego aussi. Et en plus il est choisi par All Might après, je pense qu'il l'a là. Mais c'est vrai que ça rejoint qu'est-ce qu'il incarne en fait, qu'est-ce que incarne Deku aux yeux de Bakugo. Ouais. Et du coup en 10 minutes on va devoir faire vite, mais donc finalement il y a tous ceux dont on n'a pas parlé, c'est les témoins silencieux. Parce que bien sûr il y a le héros, le bourreau, la victime et le sauveur quand il se déclare. Mais finalement le sauveur ça peut être n'importe qui. Ça peut être toute tierce personne qui regarde, qui constate, peut se positionner comme un sauveur. Ouais. Et du coup, alors il y avait un truc très intéressant que j'ai entendu dans une émission de In Power. C'est un podcast où il y a des interviews très régulièrement. Et donc, c'était une interview de Olympe de G, qui parlait notamment d'un truc d'un organisme, je crois, qui est à New York, aux États-Unis,
qui sensibilise les hommes contre la violence et notamment le viol. Et elle disait men's against rape, mais en fait c'est pas tout à fait ça. Je suis allée chercher sur internet et j'ai trouvé la page. Bon, bien sûr, il n'y a pas le nom complet. MCRS. Alors, je trouve pas le nom. Mais en gros, ce sont les hommes qui utilisent leur force de manière intelligente, constructive et qui promouvoit la masculinité saine, et qui mettent en avant les womanhood, donc le côté c'est pas vraiment la féminité parce que c'est le quartier des femmes, quoi. Genre, côté non, mais womanhood, parce qu'il y a neighborhood, mais ah oui, wow. En fait, c'est des hommes contre la violence, notamment faite aux femmes et aux filles. Et donc l'idée, c'est de former de faire conscientiser aux hommes qu'ils peuvent incarner la position du héros, quoi, dans le sens où ils peuvent se positionner en tant que sauveurs et mettre leur force au service du mieux vivre ensemble et contre les agressions. Ouais, très très bien. Et donc j'ai trouvé ça super intéressant parce que quand on ramène ça au manga aussi, il y a beaucoup de figures de héros et de gens qui font face à l'adversité ou qui vont sauver les autres. Et du coup, on peut s'en inspirer. Du coup, tu parlais de gens qui s'inspiraient de MASH. Mais tout personnage de manga peut nous servir. Ce qui est intéressant, c'est quand t'es du côté du groupe social des gens qui font du mal à un autre groupe, mais que toi, t'as décidé d'aller à l'encontre des personnes de ce groupe social qui font de la merde pour dire, il n'y a pas que des mauvais. Il n'y a pas que des mauvais, et moi, je peux... parce que, par exemple, on va dire, il y a beaucoup de groupes féministes qui vont justement mettre en avant, tu vois, les droits des femmes et tout machin, mais c'est d'autant plus intéressant quand c'est des hommes qui s'y mettent en mode... en fait, il n'y a pas que les femmes qui vont aider les femmes. C'est les hommes aussi qui doivent s'y mettre en mode, on fait bon, parce que le problème, c'est que ça peut presque desservir la cause quand c'est des femmes qui aiment toujours des femmes, et là de l'autre côté t'as les hommes qui sont en mode je fais rien, donc t'as une espèce de deux clans comme ça qui sont jamais d'accord, et là t'as les gros misos de ce côté-là qui sont en mode les femmes toujours en train de faire ci, de faire ça entre elles veulent nous détruire de toute façon. Oui, non. Mais après quand t'as des hommes qui vont de l'autre côté, après je peux comprendre, c'est assez compliqué parce que sur les réseaux je le vois, c'est en mode bandeur de gadji, genre tu fais ça pour les... Alors bandeur de gadji, c'est genre t'adores les femmes et tu fais que de leur lécher les pieds pour qu'elles te remarquent, tu dois être en misère sexuelle de toute façon, c'est pas pour autant qu'elle va sortir avec toi. Donc en fait t'as pas le droit de prendre position, de défendre, par exemple moi quand t'as des mecs qui me défendent sur Twitter, c'est en mode elle voudra pas de toi frérot. Et je suis en mode mais... Et les mecs sont non mais je sais, je m'en fous, j'ai le droit de la défendre. C'est pas parce que je suis du sexe opposé que forcément si je défends une personne du sexe opposé, c'est pour justement m'attirer ses faveurs. Donc en fait ces gens-là ont un mode de pensée extrêmement archaïque et complètement claqué au sol et ont eux-mêmes un problème avec le sexe opposé, quoi. Tu vois, genre c'est tout le monde chez le psy. Mais clairement, je pense que tout le monde doit aller chez le psy en vrai aujourd'hui. C'est vraiment un truc que je conseille, hein. Allez-y, parce que souvent on va dire moi je parle, mais moi je parle à mes potes, je parle machin. Non, un professionnel, parce que je peux te le dire. Moi j'ai parlé à des potes, je suis quelqu'un qui avait besoin d'exprimer au bout d'un moment quand ton seau est rempli. Tu vas parler. Mais en fait, t'as l'impression de toujours dire la même chose et que les gens, du coup, soit tu vas t'attirer la pitié, soit un espèce de délire en mode oui, moi aussi j'ai vécu, et du coup, on se conforte entre victimes. Mais du coup, il y a personne qui va te dire d'un point de vue objectif, voilà ce qui s'est passé. Voilà, en termes de psychologie, de manière scientifique, de manière, très carrée, va te dire, enfin, très carrée, c'est toujours au cas par cas, mais va te dire, est-ce que ça ne serait pas lié à ça ? Et là, tu commences à découvrir des liens que tu n'avais pas fait pour que toi-même, tu puisses les dénouer. Et le but, c'est que toi, à la fin, tu puisses, affronter la vie
toute seule. Te recréer un moi profond qui soit bien encadré, sans avoir besoin de mettre plein de couches d'oignons, tu vois, genre en mode je suis obligée de mettre ça sinon j'y arrive pas. Non, tu es censé y arriver toi-même, il faut juste que tu répares un peu ce petit truc interne que t'as pas réussi à faire, parce que je le dis encore une fois, parler à ses proches c'est une chose, c'est bien de s'exprimer, mais parler à un professionnel ça n'a rien à voir, vraiment. Genre, les professionnels arrivent aussi à déceler des choses quand tu te racontes un truc de manière anodine en fonction du vocabulaire que tu utilises, de la posture que tu as physique. Des récurrences aussi de tics de langage, des patterns que tu peux avoir dans ta manière d'exprimer les choses. Les pronoms que tu vas utiliser, et même quand tu racontes un peu ta vie, toi t'as le nez dans le guidon, donc tu vois pas les choses, sauf si avec l'expérience ou si toi-même t'as déjà un peu de route, tu commences à voir les répétitions, mais un professionnel saura repérer aussi les répétitions et ce qui boucle dans ta vie, et ça fait gagner un temps de ouf, parce que comme tu dis, les proches ils te connaissent en plus, donc ils vont prendre parti. Ouais, ils prennent parti, une empathie, il y a un truc bizarre qui se fait. Et donc les professionnels ils vont dire, et si ça c'était comme ça, et est-ce que telle chose c'était pas plutôt comme ça, et il va poser des questions constructives et des questions qui vont te faire réfléchir et qui vont aussi déconstruire certaines perceptions qu'on a. Et c'est pour ça que c'est super intéressant pour tout le monde. Et moi je mettrais ça obligatoire pour les harceleurs et les harcelés. Exactement. Un passage chez le psy. Et même chez les témoins. Parce que témoin silencieux, j'ai vu, j'ai su, mais j'ai rien fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Exactement. Et qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je ressens quand je fais rien? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne fais rien? Aussi. Moi, je vais, si j'ai le temps, Vas-y. Je partage une dernière anecdote. En fait, à un moment, je rentrais chez moi d'une séance de kiné, donc avec ma béquille, je marchais à deux à l'heure. Et en plus, j'étais à 2 de danse aussi, j'étais très fatiguée. Voilà, exactement. Et je passe, et à côté de chez moi, donc il y a un collège, et je vois un groupe de gamins, et j'ai l'impression qu'il y a un groupe de gamins qui est en train de taper un gars au milieu. Et là, très vite, je me dis, qu'est-ce que je fais? Un coup de béquille. Une petite meuf, une petite daronne avec sa béquille qui est toute crevée et tout. Et je me dis, je ne peux pas, je peux pas ne rien faire, en fait. Je me dis, là, en même temps, je me voyais mal arriver en mode, qu'est-ce que vous faites? Et tout bêtement, je m'arrête et je les fixe. Et le truc con, je me dis, juste, je m'arrête, je les fixe. Tu vois, en mode, qu'est-ce qui se passe? J'essaye de comprendre en même temps, parce que je me dis, peut-être je me trompe. Ça se trouve, ils sont pas en train d'embêter quelqu'un. Enfin, ça se trouve, ils sont en train de jouer, juste je comprends pas comment ils jouent, tu vois. Et en fait, le fait que je les fixe, ils s'en rendent compte, et il y a des petites meufs qui viennent me voir, ah ouais, madame, machin. Elles me font, ah, mais c'est pour rire, on est en train de s'amuser et tout. Je fais, ça a pas l'air très drôle pour le gars qui est au milieu, là, quand même. Puis après, elles m'ont enchaîné à base de quoi couper, j'ai rien compris. Oh, quel enfer! Ça les a fait rire, mais moi, j'étais, ok, gap générationnel. Voilà. Et je me suis dit, quand même, qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre, tu vois? Est-ce que je vais dans la comment on dit, dans l'arène? Et juste, en fait, le fait qu'il y ait quelques gamins qui soient venus vers moi et que ça a un peu disloqué le groupe. Je sais plus combien ils étaient. J'ai pas compté, mais juste le fait que ça ait un peu disloqué le groupe, qu'il s'est dit qu'il y avait quelqu'un qui était en train de les regarder, tout ça. Je me suis dit, j'espère que ça a un peu allégé le gars qui est en train de se prendre un coup de pied par-ci, par-là, tu vois. Si ça avait eu l'air plus grave, peut-être que j'aurais fait plus. Mais en fait, je me suis dit, j'ai fait le minimum que je pouvais avec l'énergie que j'avais à ce moment-là. Et je me dis, c'est un premier pas. Peut-être que la prochaine fois, je ferai plus. Ouais, parce que je dirais, moi, juste sur ça, t'as fait un truc qui a l'air de rien. Mais pour la potentielle victime, c'est qu'elle a été vue dans ce qu'elle vivait. Et juste et ça. Pas seule. C'est-à-dire, je suis plus tout seul. Et je suis vu dans ce que je vis. Ça n'a l'air de rien, mais c'est déjà énorme. Ça peut être énorme pour elle. Ça peut déjà être énorme parce que
quelqu'un a vu que j'étais pas tout seul dans mon truc. Juste et que c'est pas normal. Voilà, et que c'est pas normal. Et juste ça, alors on pourrait se dire, tu t'arrêtes, tu regardes, bah ouais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je vais pas rentrer dans des termes techniques, mais qu'est-ce qui s'est passé? Les autres l'ont ressenti. On est en train de faire un truc avec quelqu'un qui nous observe, donc, t'as créé un arrêt. T'as rompu le truc. Après, eux, ils sont venus se justifier comme ils voulaient, mais ça a l'air de rien, mais position du témoin, entre guillemets, actif. Et juste, je me suis posé, j'ai regardé. C'est pas, j'ai vu, j'ai tourné la tête, je suis parti. C'est pas pareil du tout. Et puis surtout, pour toi, je pense que ça te permet de rentrer chez toi en me disant, j'ai quand même fait quelque chose. Aussi. Exactement. Parce que ce moment de culpabilité en mode, j'ai vu un truc, j'ai rien fait, alors que, t'es en mode, j'ai envie d'en parler. Et je peux comprendre, il y en a qui font rien, tu vois. Mais moi, je sais que j'étais dans le bus, je vois 3 mecs autour d'un Chinois, qui lui disait Shinto, il commence à lui mettre des petits trucs et tout machin. Et en fait, il y avait mon copain qui me bloquait, mais moi, je voulais y aller. Et en fait, il me tenait. Il me disait, t'y vas pas. J'étais là en mode, mais je vais les démarrer. Je vais les claquer. Littéralement, ils font 50 kilos, je m'en fous, je vais les démarrer. Et en fait, il me tenait, non. Il fait, non, t'y vas pas, parce que si t'y vas, je suis obligée d'y aller. Mais vous êtes 2, ils sont 3, alors. J'ai eu le courage. Et du coup, vous êtes 3 au total contre 3, ça rééquilibre le mais rapport de au-delà de force. ça, genre. Dans tous les cas, ce que je dis, il faut toujours faire quelque chose. Mais du coup, j'ai eu cette culpabilité. On est parti, m'a retenu. J'ai vu l'Asiatique descendre et les 3 descendre avec lui. Il s'est fait raqueter, c'est sûr. Je suis sûre et certaine. Et en fait, je l'ai regardé en mode, mais en fait, t'as pas aidé quelqu'un, genre. Alors que t'es là, t'es en mode, ouais, je fais de la boxe et tout machin, tu sers à quoi, genre, j'ai envie de J'ai eu plein de situations comme ça, et j'avoue, même si je ne suis pas intervenu, enfin, il y a 2 fois où je suis intervenu, en faisant la blague sur une fille qui se faisait harceler dans le métro, et que ça, salut, tiens, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, et ça. Très vite, elle a compris qu'elle a joué le jeu, et après, le mec l'a laissé, des gamins dans un bus, et j'arrive, je fais, excusez-moi, je peux me mettre là, en face, là, il y a de la place en face. Là, ils arrêtent, ils continuent. Tu passes les messages autrement, ouais, c'est très bien. D'autres, ça vous dérange, là, de frapper un petit mec, et là, tu vois, après, il se retourne contre moi, genre, qu'est-ce que tu veux tout? Je fais, non, mais rien, je pointe du doigt un fait, et j'entame un dialogue. Du moment que tu fais quelque chose, en fait, c'est fait comme tu dis, ça détourne l'attention. Après, l'attention, elle peut venir sur toi, certes, mais si toi, t'as un moyen de te défendre, c'est très bien. Mais du moment que t'as fait quelque chose, d'une manière ou d'une autre, t'as déjà écarté, t'as fait une demi-seconde de quelque chose. C'est comme tu as dit tout à l'heure, c'est se faire accompagner. T'as une personne qui est là, elle se fait accompagner par une personne qui est inconnue. Et c'est juste ça laisse une demi-seconde pour que l'autre se reprend et dire, je ne suis pas tout seul, j'ai été vu, j'ai été compris. Et je ne suis pas tout seul. Ouais. Puis surtout que t'as un témoin qui devient acteur de la scène, et du coup, pour l'autre acteur qui se fait bully, qui se fait harceler, en fait, il comprend que la scène où il est, elle est pas normale. Et c'est pas juste un amusement, en fait. Ouais. Et là, il commence à faire, ok. Il y a des gens qui peuvent m'aider. Donc, ça peut débloquer un truc en mode, je vais rentrer, je vais en parler à mes parents. Je vais rentrer, je vais dire quelque chose parce que c'est peut-être la 15e fois qu'on lui faisait ça, et peut-être que là ça a déclenché quelque chose. C'est vrai. Et t'as d'autres personnes qui viennent, je fais, si tu veux, on peut aller porter plainte, moi j'ai vu les visages, je peux aller faire les trucs, il y a aucun souci, on peut aller porter plainte ensemble, j'ai calmé le truc, à chaque fois j'ai toujours un truc, ok, moi je les ai vus, on peut faire autre chose. En tant que témoin, on a vu les visages, on a entendu des noms. Bah ouais, c'est facile. Et si t'as un adulte ou t'as quelqu'un qui t'accompagne, tu seras vachement plus fort si tu dois aller porter plainte, si tu dois faire quelque chose, parce que t'as quelqu'un qui t'accompagne, quoi. Ouais, parce que les enfants, faut pas oublier, genre, la force que tu dois avoir pour faire face au monde, aller dans un commissariat, et encore une fois, vraiment, la période primaire, collège, elle est ignoble. Les enfants sont tellement durs entre eux que faire face à tout ça et assumer que j'en ai marre d'être une victime, alors que du coup t'as le terme victime qui est du coup un terme vraiment péjoratif, alors que victime c'est un terme juste de fait, genre moi je suis victime du mal, genre et non on le met en mode t'es un faible, c'est la honte d'être victime, genre t'as pas su te défendre. Non, je suis juste c'est comme t'aurais pas dû mettre une jupe courte quand tu te fais agresser dans le métro, tu vois, genre en fait la victime devient le problème, tu sais, on va pas faire en sorte que les bourreaux se remettent en question, et c'est ça qui est grave et qu'il faut absolument changer dans ce système, quoi. Faut aider les victimes. Sur ces belles paroles, on va devoir arrêter, pour résumer, accompagner les personnes, écouter les personnes, aider les personnes. Je pense que c'est la meilleure des situations pour aider les victimes de harcèlement dans tous les cas.
Et inspirez-vous de vos héros. Ils sont là pour ça. Ils sont là pour ça et de notre petite équipe qui fait toujours son émission au Coco 41 place rue Sainte-Anne à Paris. Et bien, merci à vous. Merci à tous pour ces 2 émissions très denses. Oui. Et pour tous les profs qui nous écoutent, devenez des Onizuka, s'il vous plaît. On vous dit à bientôt. À bientôt. Bye bye.